26 mai 2026. Lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations Unies et au secrétaire général des Nations Unies. Opposition au transfert des détenus du TPIR et du MTPI vers le Rwanda. Nous, avocats sous-signés et Conseil de la défense représentant des personnes devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le TPIR, ainsi que devant le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Le MTPI, écrivons afin d'exprimer notre profonde opposition à toute proposition visant à transférer vers le Rwanda les personnes condamnées par le TPIR ou le MTPI et purgeant actuellement leur peine au Bénin et au Sénégal. Le transfert proposé n'est pas une simple mesure administrative ou financière. Il concerne le destin, la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux de personnes qui demeurent sous l'autorité d'une institution des Nations Unies. Les Nations Unies ont une obligation juridique et morale permanente de garantir que l'exécution des peines respecte les normes internationales relatives aux droits humains et l'état de droit. Le transfert de ces détenus vers le Rwanda violerait ces obligations. Les détenus ont exprimé leur position de manière parfaitement claire. Dans leur mémorandum adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils décrivent la perspective d'un transfert vers le Rwanda comme une menace pour leur vie et leur sécurité physique. Leurs craintes ne sont pas irrationnelles. Elles reposent sur le droit, les preuves et la conduite documentée du Rwanda. La responsabilité continue des Nations Unies. Les Nations Unies ont des obligations juridiques permanentes envers toutes les personnes détenues sous l'autorité du MTPI. La résolution 2740 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2024, souligne expressément l'importance de garantir que les droits des personnes détenues sous l'autorité du mécanisme soient conformes aux normes internationales applicables relatives aux soins de santé. Notamment les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. La présidente du MTPI, la juge Graciela Gatti Santana. Dans ses remarques devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 octobre 2025, a reconnu que la protection des droits fondamentaux de ces prisonniers est essentielle à l'état de droit et que les verdicts ne doivent pas seulement être prononcés, les peines doivent également être exécutées. Elle a également souligné que le cycle de la justice devait être achevé équitablement. Cela inclut l'exécution d'une peine sans violation des principes internationaux et sans transfert vers un État dangereux. Tout transfert vers le Rwanda compromettrait ces principes. La résolution reconnaît également que les décisions concernant la relocalisation et le transfert doivent tenir compte du consentement ou des objections formulées par les personnes concernées. Les détenus se sont opposés sans équivoque à ce transfert. Ils s'y opposent parce qu'ils estiment qu'un transfert vers le Rwanda les exposerait à la persécution, aux représailles, à des conditions de détention arbitraires, au refus de soins médicaux et potentiellement à la mort. Les Nations Unies ne peuvent pas écarter ces craintes simplement parce que le Rwanda offre des garanties. Le Rwanda a déjà été reconnu coupable de violation d'obligations internationales. Le transfert proposé doit être évalué à la lumière du bilan contemporain du Rwanda en matière de droits humains, de son traitement des opposants présumés et de son historique documenté de non-respect des obligations internationales. En novembre 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu l'une des décisions judiciaires les plus importantes jamais prononcées concernant l'État rwandais contemporain. Dans l'affaire AAA et autres contre le secrétaire d'État à l'intérieur. La Cour suprême britannique a conclu qu'il existait des motifs sérieux de croire que les personnes transférées vers le Rwanda couraient un risque réel de refoulement en raison de défaillances systémiques du système d'asile rwandais et du non-respect des obligations internationales. La Cour s'est fortement appuyée sur les preuves fournies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Notamment des exemples de refoulement antérieur et de manquement aux garanties de protection des réfugiés, ainsi que sur des éléments fournis par Human Rights Watch.
Les conclusions de la Cour sont particulièrement importantes car elles rejettent l'argument selon lequel les garanties diplomatiques du Rwanda pouvaient simplement être acceptées sans examen critique. Ces conclusions sont directement pertinentes ici. La question n'est pas simplement de savoir si le Rwanda offre des garanties. La question est de savoir si le Rwanda peut être considéré comme digne de confiance pour les respecter. Les juridictions internationales et les organes conventionnels ont à plusieurs reprises conclu que le Rwanda avait violé des obligations fondamentales relatives aux droits humains. Dans l'affaire Ingabire Victoire Umuhoza contre République du Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé que le Rwanda avait violé les garanties du procès équitable et les protections relatives à la liberté d'expression. Le Parlement européen a également adopté une résolution confirmant que le Rwanda avait violé ses droits. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a aussi conclu que le Rwanda avait violé des droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le traitement continu de Victoire Ingabire démontre également la valeur pratique limitée des décisions internationales rendues contre le Rwanda. Bien que la Cour africaine ait conclu que le Rwanda avait violé ses droits à un procès équitable et à la liberté d'expression, les autorités rwandaises ont continué à utiliser des procédures judiciaires nationales et des mécanismes de poursuite contre elles plus d'une décennie plus tard. En juin 2025, le gouvernement rwandais a arrêté Victoire Ingabire, près de 4 ans après l'arrestation de 9 autres personnes, dont 8 membres de son parti politique non enregistré et un journaliste. Ces critiques du régime rwandais ont été ciblées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Amnesty International a à plusieurs reprises demandé la fin du harcèlement, des poursuites et de l'intimidation visant Madame Ingabire et les membres de son mouvement politique. Si une figure importante de l'opposition ayant obtenu gain de cause devant la Cour africaine demeure vulnérable à un harcèlement judiciaire continu au Rwanda, les détenus du TPIR ne peuvent raisonnablement espérer un traitement différent. L'historique des relations du Rwanda avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples démontre également l'incapacité de la communauté internationale à se fier aux garanties diplomatiques et juridiques du Rwanda. Dans des affaires telles que Mujizra contre Rwanda, l'accès à la Cour africaine faisait partie des garanties internationales plus larges invoquées concernant la protection juridique. Pourtant, le Rwanda a ensuite retiré la déclaration permettant aux particuliers de saisir directement la Cour africaine, limitant ainsi considérablement l'accès à la protection judiciaire internationale une fois que le contrôle international est devenu politiquement incommode. Cette histoire est directement pertinente pour la présente proposition. Elle démontre que les garanties juridiques formelles offertes par le Rwanda ne peuvent pas automatiquement être présumées durables lorsqu'elles cessent de correspondre aux intérêts de l'État. D'autres exemples récents du mépris du Rwanda envers ses obligations juridiques internationales renforcent cette inquiétude. En juin 2023, la Cour suprême néerlandaise a refusé l'extradition de Pierre Claver Karangwa vers le Rwanda en raison de préoccupations concernant son droit à un procès équitable. La Cour a confirmé les conclusions selon lesquelles le risque d'ingérence politique et les défaillances du système judiciaire rwandais empêchaient cette extradition. Il s'agit d'un exemple clair d'une grande juridiction européenne refusant de faire confiance au Rwanda pour garantir un traitement équitable à une personne accusée, malgré les assurances formelles des autorités rwandaises. Plus récemment encore, en mars 2026, les États-Unis ont imposé des sanctions à la force de défense rwandaise, appelée RDF, ainsi qu'à de hauts responsables militaires rwandais, en raison de leur soutien opérationnel direct au groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Trésor américain a déclaré que la RDF soutenait activement, entraînait et combattait aux côtés du M23. Il a également condamné le Rwanda pour des violations flagrantes des accords de paix de Washington, négociés par les États-Unis entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Les États-Unis ont également affirmé que les offensives du M23, menées avec le soutien de la RDF, impliquaient des violations des droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des actes de torture. L'Union européenne a également imposé des sanctions supplémentaires à des individus et entités liés au conflit dans l'est du Congo. En raison des violences continues, de la déstabilisation et des violations des engagements internationaux résultant du soutien du Rwanda à l'occupation du M23 dans l'est du Congo. Ces critiques concernent directement la question de savoir si les Nations Unies peuvent se fier aux assurances du Rwanda concernant le traitement des détenus après leur transfert. En outre, ces récents exemples de violation du droit international s'inscrivent dans un contexte de critiques constantes provenant de la presse et des organisations de défense des droits humains. Human Rights Watch, Amnesty International, Reuters et d'autres observateurs internationaux ont régulièrement documenté des problèmes comprenant les détentions arbitraires, les disparitions forcées, l'intimidation des critiques, les poursuites politiques, les mauvais traitements en détention, les restrictions à la liberté d'expression et les représailles contre les opposants présumés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda. Ces préoccupations ne sont pas des abstractions historiques. Elles sont actuelles, récurrentes et largement documentées. Elles établissent un schéma clair et identifiable. Le Rwanda ne tolère pas de manière fiable les ennemis politiques présumés. La Cour suprême du Royaume-Uni, dans l'affaire AAA, a conclu à l'unanimité que les assurances du Rwanda ne pouvaient pas être considérées comme fiables parce que le Rwanda avait démontré un historique de violation des obligations de non-refoulement et de non-respect des engagements internationaux. Le même raisonnement s'applique directement au projet de transfert des prisonniers du MTPI chargé de l'exécution des peines. Les assurances formelles du Rwanda ne peuvent pas effacer les preuves objectives d'ingérence politique systémique, de représailles contre les opposants présumés du régime et de violations antérieures des obligations internationales. Les détenus sont particulièrement vulnérables. Le Rwanda ne se voit pas demander d'exécuter les peines de ressortissants étrangers inconnus. Il lui est demandé de prendre en charge des hommes dont les condamnations sont définitivement liées à l'identité politique nationale du Rwanda et au récit officiel du génocide. Les détenus du TPIR ne sont pas des prisonniers ordinaires. Ce sont des individus dont l'identité reste associée de manière permanente au récit historique le plus sensible politiquement au Rwanda. Beaucoup sont considérés par les autorités rwandaises actuelles non seulement comme des personnes condamnées, mais aussi comme des figures politiques symboliques, associées à l'ancien État dirigé par les Hutus ou à des récits concurrents concernant les événements de 1994. Cette réalité politique est importante. Les détenus eux-mêmes ont expliqué dans leur mémorandum au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'ils craignent la persécution, les mauvais traitements, la torture, les représailles et même la mort s'ils sont renvoyés au Rwanda. Leurs craintes ne sont pas spéculatives. Si la Cour suprême britannique a estimé que le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme sûr pour des demandeurs d'asile, il ne peut pas davantage être considéré comme sûr pour des détenus du TPIR. Ces détenus, en tant que personnes condamnées pour génocide, sont perçus comme des ennemis politiques du régime actuel. Ce sont des individus dont le retour possède une valeur symbolique politique dans un pays où les détenus politiquement sensibles sont particulièrement vulnérables en raison du manque d'indépendance du système. Le transfert vers le Rwanda supprimerait toute supervision internationale concernant l'exécution des peines et laisserait les détenus à la merci d'un système que la Cour suprême britannique a jugé excessivement influencé par le pouvoir exécutif. L'Association internationale des juristes démocrates, dont les membres comprennent d'anciens conseils de la défense devant le TPIR, a averti en février 2026 qu'un transfert vers le Rwanda constituerait un coup fatal pour les détenus du TPIR et les personnes acquittées. L'association a également observé que le comportement du Rwanda envers les opposants politiques et les ennemis présumés demeure désastreux et inchangé.
et a mentionné l'intimidation, l'emprisonnement de figures de l'opposition, ainsi que le traitement réservé aux critiques et aux dissidents. La crainte des détenus est objectivement raisonnable. Les craintes des détenus sont renforcées par de nombreux rapports internationaux concernant les arrestations arbitraires et les disparitions forcées sur le territoire rwandais, ainsi que par la campagne bien documentée du Rwanda d'assassinats extraterritoriaux, d'enlèvements et d'intimidation à l'étranger. À l'intérieur de ses propres frontières, le Rwanda mène une campagne impitoyable de répression contre les critiques. Les journalistes, les commentateurs en ligne et les figures médiatiques liées à l'opposition continuent de faire face à des arrestations arbitraires et à des poursuites. En plus de Victoire Ingabire et des 8 autres personnes arrêtées, les autorités rwandaises ont récemment arrêté des journalistes associés à la chaîne YouTube Imbarutso ya Demokarasi, ce qui reflète la répression continue des voix dissidentes et des critiques indépendantes à l'intérieur du Rwanda. Cette répression a servi de fondement à des recours d'asile réussis de Rwandais dans des pays tels que le Royaume-Uni. De plus, des rapports internationaux ont montré des preuves indéniables de décès suspects de critiques du régime alors qu'ils se trouvaient en détention. Des organisations de presse, notamment la BBC, ainsi que des organisations telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, ont rapporté des décès en détention au Rwanda dans des circonstances hautement controversées. En février 2020, le chanteur de gospel, militant pour la réconciliation et critique du gouvernement, Kizito Mihigo, est mort en garde à vue peu après avoir été de nouveau arrêté par les autorités rwandaises. Plus récemment, l'universitaire et critique du gouvernement Aimable Karasira est mort en détention le jour même où il devait être libéré de prison. Le Rwanda présente un schéma clair de décès suspects de critiques de haut niveau en détention étatique, ainsi qu'un historique bien établi d'évitement de son obligation de garantir des enquêtes transparentes et indépendantes sur ces décès. Les critiques et opposants présumés du gouvernement rwandais demeurent extrêmement vulnérables au Rwanda même, en particulier lorsqu'ils se trouvent en détention ou sous garde de l'État. Il existe également des preuves claires de répression transnationale visant des critiques rwandais vivant à l'étranger. Des reportages internationaux, notamment ceux du Guardian, ont documenté des allégations de complots d'assassinat, de menaces, d'intimidation, de disparitions et d'attaques dirigées contre des critiques rwandais vivant à l'étranger. Des organisations de défense des droits humains, notamment Human Rights Watch, ont documenté la répression extraterritoriale du Rwanda, comprenant des meurtres, des enlèvements, des disparitions forcées, des agressions physiques, des intimidations et des pressions exercées contre des critiques et les membres de leur famille à l'étranger. Human Rights Watch a également observé que de nombreux Rwandais vivant hors du Rwanda vivent désormais dans la peur de voyager, d'être attaqués ou de voir leurs proches au Rwanda pris pour cible. Le traitement documenté de Paul Rusabagina, connu comme militant contre le gouvernement rwandais, renforce encore ces préoccupations. En 2022, M. Rusabagina a été saisi à Dubaï en violation des règles internationales interdisant les disparitions forcées et les détentions arbitraires. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que les autorités rwandaises l'avaient enlevé. Il a également conclu que son transfert vers le Rwanda était illégal, que son procès ultérieur était entaché de nombreuses irrégularités procédurales et d'iniquités, et que sa détention violait plusieurs protections prévues par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Si des critiques et opposants présumés sont détenus, persécutés et tués à l'intérieur même du Rwanda, et poursuivis jusque hors des frontières du Rwanda, il ne peut exister aucune confiance sérieuse dans le fait que d'anciens détenus du TPIR seraient en sécurité une fois remis directement à la garde de l'État rwandais. Le transfert proposé revient à demander aux Nations Unies de remettre des détenus entre les mains d'un État qui a déjà été reconnu par des mécanismes des Nations Unies comme ayant participé à des enlèvements organisés par l'État et à des détentions arbitraires.
Les preuves de décès en détention montrent qu'il n'existe aucun endroit au Rwanda où les critiques peuvent être en sécurité. Et les preuves de répression transnationale soulèvent une question évidente: si les critiques ne sont pas en sécurité à Londres, comment les détenus pourraient-ils être en sécurité à l'intérieur du Rwanda? Le principe de non-refoulement interdit le transfert. L'interdiction du refoulement est une pierre angulaire du droit international. Elle est reflétée dans l'article 3 de la Convention contre la torture. Dans les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans la Convention relative au statut des réfugiés. Dans le droit international coutumier, ainsi que dans les principes plus larges interdisant le transfert vers un risque réel de torture, de traitement cruel, de détention arbitraire ou de persécution. Cette obligation s'applique partout où il existe des motifs sérieux de croire qu'une personne court un risque réel de subir un préjudice grave. Ce seuil est clairement atteint ici. Les Nations Unies ne peuvent pas légalement transférer des détenus sous la garde d'un État lorsqu'il existe des preuves crédibles de répression politique. Lorsque l'indépendance du pouvoir judiciaire a été remise en question à plusieurs reprises. Lorsque les critiques et opposants présumés font face à l'intimidation et aux représailles, et lorsque des juridictions internationales et des organes conventionnels ont déjà constaté des violations de droits fondamentaux. Les assurances diplomatiques ne peuvent pas effacer un tel bilan. Le droit à la supervision de l'exécution d'une peine. Le rapport du secrétaire général sur le transfert des fonctions au titre du MTPI confirme que la supervision de l'exécution d'une peine constitue une fonction distincte de protection juridique, exigeant la prise en compte d'implications juridiques et autres. Il ne s'agit pas d'une simple décision administrative de placement. Tout transfert qui place des personnes condamnées sous le contrôle d'un État d'accueil politiquement intéressé, tout en affaiblissant la supervision internationale indépendante, compromettrait la raison d'être même du régime d'exécution des peines du mécanisme. Le TPIR a à plusieurs reprises considéré que les procédures liées au génocide au Rwanda étaient particulièrement vulnérables aux pressions politiques, à l'intimidation et à l'injustice pratique. La jurisprudence relative à la règle 11 bis, notamment l'affaire Procureur contre Munyakazi, a reconnu des craintes crédibles de représailles contre les témoins de la défense, une inégalité structurelle des armes, ainsi que l'insuffisance des assurances formelles. Si le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme fiable pour des procédures de jugement sous le contrôle direct du tribunal, il ne peut pas être considéré comme sûr pour l'exécution non supervisée des peines de détenus condamnés par le TPIR, dont la portée symbolique politique est encore plus importante. Les droits juridiques seraient entravés par le transfert. Un transfert vers le Rwanda ne mettrait pas seulement en danger la sécurité physique des détenus. Il entraverait aussi matériellement l'exercice de leurs droits juridiques continus. Le MTPI confirme que les personnes condamnées par le TPIR, le TPIY ou le mécanisme peuvent demander une grâce, une commutation de peine ou une libération anticipée, les décisions étant prises par le président du mécanisme. En pratique, cependant, l'exercice réel de l'état d'exécution, de l'accès à un conseil, des preuves médicales, du soutien familial et de la capacité à communiquer librement avec le mécanisme. Il existe des raisons sérieuses de douter que le Rwanda faciliterait ses droits de bonne foi pour des prisonniers qu'il considère comme des ennemis politiques notoires. Le traitement de longue date réservé par le Rwanda aux opposants politiques, aux dissidents et aux détenus liés au génocide démontre un schéma de conduite étatique punitive et restrictive incompatible avec une administration impartiale des peines. Les juridictions internationales et les organisations de défense des droits humains ont à plusieurs reprises documenté des poursuites politiquement motivées, des détentions arbitraires, des intimidations et un manque d'indépendance judiciaire effective. Dans ces circonstances,
Il existe une préoccupation sérieuse et bien fondée selon laquelle les demandes de libération anticipée ou de commutation de peine présentées par des détenus du TPIR transférés au Rwanda seraient entravées, affaiblies, combattues politiquement ou rendues pratiquement inutiles. En outre, ces droits dépendent d'un accès réel aux avocats, aux témoins, à la famille et à un contrôle indépendant. Le transfert vers le Rwanda rendrait cet accès pratiquement impossible. Les témoins protégés et les témoins nécessaires à une révision ne pourraient pas raisonnablement être attendus au Rwanda. La propre jurisprudence du TPIR relative à la règle 11 bis a reconnu ce problème. Dans l'affaire Procureur contre Munyakazi, la Chambre d'appel a accepté que des témoins puissent refuser de témoigner pour la défense parce qu'ils craignaient des menaces, du harcèlement, la torture, l'arrestation ou la mort. Elle a également reconnu que des témoins vivant à l'étranger craindraient l'intimidation et les menaces s'ils devaient témoigner au Rwanda. La même préoccupation est apparue dans l'affaire Kanyarukiga, où la Chambre d'appel a estimé qu'il existait suffisamment d'informations concernant le harcèlement de témoins appelés à témoigner au Rwanda, y compris des menaces, des actes de torture, des arrestations, des détentions et des meurtres, et que les témoins de la défense craignaient d'être accusés d'idéologie génocidaire s'ils témoignaient. On ne peut pas non plus présumer que les conseils de la défense pourraient se rendre au Rwanda en toute sécurité pour visiter leurs clients. Peter Erlinde, un important conseil de la défense devant le TPIR, a été arrêté par les autorités rwandaises à Kigali en 2010 après s'y être rendu pour assister Victoire Ingabire. Il a été détenu à la prison centrale de Kigali pendant 3 semaines. La haute cour anglaise a également relevé des éléments indiquant que John Philpott, qui avait beaucoup travaillé devant le TPIR et avait critiqué le gouvernement rwandais, ne pouvait plus se rendre au Rwanda par crainte pour sa propre sécurité. Elle a aussi noté que l'affaire Erlinde avait rendu d'autres avocats étrangers inquiets à l'idée de se rendre au Rwanda. Le transfert entraverait également le droit au contact familial. De nombreux membres des familles des détenus du TPIR sont des réfugiés ou des personnes qui craignent le Rwanda et ne pourraient pas s'y rendre en sécurité. Les règles Nelson Mandela exigent que les détenus soient autorisés, sous la supervision nécessaire, à communiquer avec leurs familles et leurs amis à intervalles réguliers, par correspondance, télécommunication et visite. Les organisations de défense des droits humains ont démontré des exemples clairs de familles menacées à l'étranger, fournissant des preuves concrètes justifiant la crainte qu'elles ne soient pas en sécurité au Rwanda. Le transfert vers le Rwanda entraverait non seulement la sécurité, mais aussi l'exercice pratique des droits juridiques continus, notamment la révision des peines, la libération anticipée, l'accès aux avocats, l'accès aux témoins, la protection des témoins et le contact familial. Une peine exécutée dans des conditions où les avocats ne peuvent pas se rendre auprès de leurs clients en sécurité, où les témoins ne peuvent pas témoigner en sécurité, et où les familles ne peuvent pas rendre visite en sécurité, n'est pas simplement incommode. Elle est incompatible avec l'exécution équitable et humaine d'une peine en droit international. Les considérations financières ne peuvent pas prévaloir sur les obligations relatives aux droits humains. Nous reconnaissons les pressions financières auxquelles le MTPI et les Nations Unies sont actuellement confrontés. La juge Gati Santana a évoqué la nécessité de réduire les coûts et de transférer ou mettre fin à certaines fonctions lorsque cela est possible. Cependant, les préoccupations budgétaires ne peuvent pas justifier l'exposition des détenus à des violations prévisibles des droits humains. L'offre du Rwanda de prendre en charge les coûts d'exécution des peines ne résout pas le problème juridique. Au contraire, elle renforce la crainte que l'opportunité financière ne remplace les obligations des Nations Unies en matière de droits humains. La question n'est pas de savoir quel État est le moins coûteux. La question est de savoir si le transfert serait légal, humain et conforme aux principes sur lesquels la justice pénale internationale a été fondée. L'intégrité de la justice internationale est en jeu.
Le TPIR et le MTPI ont été établis pour défendre l'état de droit, non pour le compromettre. La légitimité de la justice pénale internationale ne dépend pas seulement de la poursuite des crimes. Elle dépend également du respect des droits et de la dignité des personnes condamnées. Comme l'a déclaré la juge Gatti Santana devant l'Assemblée générale, nous ne pouvons pas faiblir dans cette dernière étape du cycle de la justice et risquer de défaire tout ce qui a précédé. Un transfert forcé vers le Rwanda contre la volonté des détenus, malgré de nombreuses preuves de graves préoccupations en matière de droits humains, ferait précisément cela. Il porterait un préjudice irréparable à la confiance dans l'équité, la neutralité et l'humanité de la justice pénale internationale. Demande. Nous vous appelons donc à vous opposer à toute proposition de transfert des détenus du TPIR ou du MTPI vers le Rwanda. Le traitement de ces détenus fera partie du bilan historique à partir duquel la justice internationale elle-même. Signataires. Gillian Higgins. Stephen K. Cassé. Marie-Hélène Proulx. Sandrine Gaillot, ESQ. Chief Charles A. Taku. John Philpott, attorney. Philippe Larochelle, avocat. Bess S. Lyon, ESQ. Lennox S. Inns, ESQ. Peter Robinson. Conseil de Augustin Bizimungu, Laurent Semanza et Jean de Dieu Kamouanda.